Bonjour à tous, c'est Professeur Missou. Ce cours est destiné aux résidents de première année. On va parler aujourd'hui du bilan rénal du potassium. Le potassium, comme vous le savez, c'est le cation le plus important du milieu intracellulaire. Dans l'organisme, on compte environ 50 mmol par kilo de poids de potassium. La majeure partie se retrouve dans le milieu intracellulaire. Donc 98% du potassium est dans le milieu intracellulaire. Essentiellement dans les muscles, le foie, les hématies, et une petite partie se retrouve aussi dans le compartiment osseux. Une petite partie se retrouve dans le milieu extracellulaire, donc environ 2%. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre la concentration intracellulaire du potassium et la concentration extracellulaire, c'est-à-dire plasmatique, de ce même cation. Cette différence, vous allez me dire, c'est étonnant puisque normalement, avec les lois de l'osmose, normalement, ça va s'équilibrer de part et d'autre de la cellule. Ben non. Il y a une pompe très importante qui va vous accompagner tout au long de votre cursus en néphrologie. Vous allez l'apprendre à l'aimer. C'est la pompe NAK-ATPase qui est très importante. C'est elle qui maintient ce gradient de concentration entre le milieu intracellulaire où c'est très concentré et le milieu sanguin ou plasmatique où le potassium est très peu concentré. Donc cette pompe existe toutes les cellules de l'organisme, elle consomme de l'ATP pour faire introduire à l'intérieur de la cellule 2 molécules de potassium contre la sortie de 3 molécules de sodium. Et c'est ça qui fait que la concentration extracellulaire sont très différentes. Vous voyez ici que c'est presque fois 100. Donc 120, 150 mmol par litre à l'intérieur des cellules et seulement 3,5 à 5 mmol par litre dans le compartiment plasmatique. Donc, dans chaque cours, et vous allez l'apprendre à fur et à mesure que vous préparez votre examen de première année, Inch'Allah, que vous allez réussir, il faut toujours dans le cours, quand vous allez écrire lors de l'examen, il faut souligner la variable régulée, qui est une partie très importante. En fait, la notation de cette simple phrase est très importante. Donc, la variable régulée pour chaque ion. Et la variable régulée pour le potassium, c'est la calémie, la concentration plasmatique du potassium. Ça veut dire que c'est elle, le déclic, qui va entraîner des réactions en cascade pour maintenir cette homéostasie, maintenir le potassium plasmatique entre 3,5 et 5 mmol par litre. Elle va agir sur la pompe NAK-ATPase, mais aussi sur qui est l'organe principal de la régulation du potassium, du bilan du potassium. Il faut savoir que chaque jour, on consomme presque 100 mmol de potassium. Il faut comprendre aussi que ce cation est très répandu dans l'alimentation. Tout ou presque tous les aliments qu'on ingère contiennent du potassium. Les fruits, les légumes, la viande, le chocolat, tout. Et ce potassium va être absorbé par les intestins et une petite partie va être éliminée dans les selles, entre 0 à 5 mmol par jour. Il faut savoir qu'en cas d'insuffisance rénale chronique, donc d'hypercalémie, automatiquement, cette perte digestive augmente de presque 30%. C'est un système de défense pour préserver la vie de ces malades. Et une petite partie est éliminée par la sueur, mais c'est vraiment négligeable. En tout cas, les 95 mmol par jour qui sont absorbés par l'intestin sont éliminés exclusivement, presque exclusivement, par le rein. Donc, à l'état normal, l'excrétion urinaire du potassium est égale à l'absorption intestinale. C'est ce qu'on appelle le bilan nul du potassium. Mais ce qui est intéressant à intégrer, c'est que l'absorption intestinale est extrêmement rapide, alors que l'excrétion potassique au niveau urinaire est très lente. En effet, 50% de la charge potassique absorbée est excrétée au bout de 4 à 6 heures, donc c'est assez lent. Donc il y a un risque très important d'hypercalémie après un repas. Et comme le bon Dieu fait toujours les choses d'une façon extraordinaire, il y a ce qu'on appelle la balance interne, la balance cellulaire du potassium. Ces cellules vont prendre le relais dès l'absorption de ce potassium et l'arrivée dans le sang. Pour ne pas avoir une hypercalémie, tout ce potassium
va rentrer à l'intérieur de ces cellules pour éviter le risque de décès. Et par la suite, le rein va prendre le relais pour l'excréter dans les urines au bout de 4-6 heures. Donc, vous imaginez bien sûr que cette entrée du potassium à l'intérieur de la cellule dépend de la pompe NAK-ATPase. Cette balance dépend de plusieurs facteurs. C'est-à-dire l'activité de la pompe NAK-ATPase, l'entrée de ce potassium à l'intérieur de la cellule, dépend de plusieurs facteurs. Déjà, les facteurs hormonaux, et la plus importante des hormones, c'est l'insuline. Donc, l'insuline va avoir un effet sur un contre-transport, une pompe NaH+. Donc, elle va l'activer. Ce qui va faire entrer, c'est important, le sodium. Le sodium intracellulaire va augmenter. Cette augmentation du sodium intracellulaire qui va pousser la pompe NAK-ATPase à travailler. Donc, le potassium intracellulaire va augmenter et on aura une entrée massive de ce potassium et comme ça, on protège l'organisme contre l'hypercalémie postprandiale. Passons maintenant au glucagon, qui est la deuxième hormone. Donc, le glucagon a un effet biphasique. D'abord, les premières minutes, il va agir sur le foie en faisant sortir le potassium et le glucose. C'est-à-dire qu'on aura un effet transitoire hypercalémiant. Par la suite, le glucose qui est sorti du foie sous l'effet du glucagon va entraîner une sécrétion d'insuline. Et l'insuline va contrebalancer cette hypercalémie par son effet, bien sûr, hypocalémiant. Et on aura un effet très peu ressenti sur la variation du potassium intracellulaire. Troisième hormone, c'est les catécholamines. Elles aussi, elles ont un effet biphasique. D'abord, un effet hypercalémiant, les premières minutes, c'est le reflet d'une activité alpha-adrénergique. Donc, l'alpha-adrénergique, l'activité alpha-adrénergique, elle va diminuer l'action de l'AMP cyclique. Donc, l'AMP cyclique, s'il n'y a pas l'AMP cyclique, il n'y aura pas l'ATP. Donc, la pompe NAK-ATPase, elle ne pourra pas introduire le potassium à l'intérieur de la cellule, donc on aura une hypercalémie. Par la suite, dans les minutes qui vont suivre, l'effet prolongé, il y aura un effet hypocalémiant, puisqu'il y aura une activité bêta-2 adrénergique qui, elle, augmente l'activité de l'AMP cyclique, donc elle va rétablir l'ATP, et la pompe NAK-ATPase va fonctionner, donc on aura un effet hypocalémiant. Donc ça contrebalance les catécholamines, finalement, si on va en global, il n'y a pas un effet très important sur la variation du potassium, de la calémie. Par contre, si on parle de minéralocorticoïdes, les minéralocorticoïdes sont connus pour avoir un effet activateur sur la pompe NAK-ATPase. Donc, automatiquement, ils ont un effet hypocalémiant. Les glucocorticoïdes ont un effet assez intéressant. En fait, lorsqu'on sécrète des corticoïdes endogènes, il y aura une sortie d'eau des cellules. Donc c'est l'effort, ça va entraîner une sortie d'eau et l'eau va être accompagnée, c'est comme un flux d'eau très très important qui va sortir de la cellule. Et cette eau va être accompagnée par du sodium et par du potassium. Donc ils ont un effet hypercalémiant. Maintenant, on a fini avec les hormones, on va parler de l'effet de la balance acido-basique sur l'activité de la balance interne du potassium. Donc, il faut savoir que l'alcalose, comme on sait tous, c'est une accumulation de bicarbonate dans le sang. Et ces bicarbonates ont besoin d'être tamponnés parce que c'est pour maintenir quand même l'homéostasie interne. Donc on aura besoin de les tamponner, on va les tamponner par les ions H+. Donc on va faire sortir les ions H+, des cellules pour pouvoir tamponner les bicarbonates en plus. Et cette sortie d'ions H+, est automatiquement, c'est obligatoire pour maintenir l'électricité, l'électroneutralité de part et d'autre de la cellule. Il est important de remplacer ce cation sortant par un cation qui doit rentrer, et le cation qui va rentrer, c'est le potassium. Et ce qui fait que l'alcalose a un effet hypocalémiant. Bien sûr, l'ion H+, va se lier avec
bicarbonate. L'anhydrase carbonique va les transformer en une molécule d'eau et une molécule de CO2 qui vont diffuser d'une façon, c'est une façon très très facile, un passage rapide et ouvert de ces deux molécules à l'intérieur de la cellule. Par contre, l'acidose, vous savez, c'est l'augmentation des ions H+, dans l'organisme. Donc, l'ion H+, va rentrer à l'intérieur de la cellule. Il est obligé de rentrer pour maintenir l'homéostasie. Et cette entrée sera contrebalancée par une sortie du potassium intracellulaire pour maintenir l'électricité de part et d'autre de la cellule. Donc, l'effet de l'acidose est une... L'osmolalité aussi va intervenir sur la balance cellulaire du potassium. L'augmentation de l'osmolalité sanguine va entraîner, c'est-à-dire que le sang est extrêmement concentré, c'est ça. Donc, pour maintenir la concentration de part et d'autre de la cellule, il faut faire sortir l'eau endogène, l'eau à l'intérieur des cellules, vers le milieu vasculaire pour maintenir, en fait c'est le maïs ou le hulul. Donc pour maintenir les concentrations équivalentes ou un équilibre de part et d'autre de la cellule, si l'osmolalité est élevée au niveau du plasma, ça attire l'eau intracellulaire vers le compartiment vasculaire. Cette sortie d'eau est toujours accompagnée de sodium et de potassium. Il faut savoir qu'une augmentation de 10 milliosmoles par kilo d'eau va entraîner une augmentation de la kaliémie de 0,6 millimoles par litre. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui va en parallèle. Maintenant, après cette balance interne, balance cellulaire du potassium, vient le rôle du rein. Donc au bout de 4-6 heures, c'est le rein qui va prendre le relais pour maintenir une balance potassique normale. Donc, ça commence par la filtration, bien sûr. Et pour retenir les chiffres, en fait, je suis contre que vous reteniez 720 millimoles par jour, ou bien par rapport au sodium, par rapport au calcium, etc. Il faut juste se souvenir que chaque jour, on a 180 litres qui vont être filtrés au niveau du rein. Donc, on va prendre les 180 litres et on va la multiplier par la concentration plasmatique de cet ion. Et comme le potassium, la moyenne est de 4 millimoles, donc on va faire 4 fois 180, c'est 720 millimoles par jour. Donc ces 720 millimoles par jour vont se retrouver au niveau des urines primitives et ils vont être réabsorbés à fur et à mesure au niveau des tubes. D'abord au niveau du tube proximal, donc 60% de cette fraction filtrée va être réabsorbée au niveau du tube proximal. Souvenez-vous que le tube proximal est divisé en 3 parties, la portion 1, la portion 2 et la portion 3. Donc le tube proximal, son travail majoritaire est l'absorption du sodium. Donc le sodium va être absorbé et il est suivi par l'eau. L'eau et le sodium, sont absorbés ensemble. Ce qui va faire que les urines vont devenir concentrées. Et le potassium dans les urines va devenir extrêmement concentré. Ce qui va faire qu'il va passer du milieu le plus concentré, les urines, vers le milieu le moins concentré, le sang, à travers des panneaux au niveau de la deuxième portion du tube proximal. Et comme on sait tous, la troisième portion du tube proximal est extrêmement positive. Elle est chargée positivement parce que les anions ont été absorbés plus rapidement que les cations. Et cette charge positive va pousser tous les cations, le potassium, le calcium, etc., à être absorbés en intercellulaire dans cette portion 3 du tube proximal. Donc l'absorption au niveau du tube proximal, finalement, elle ne nécessite pas d'énergie. C'est une absorption passive. Donc, quand on dit réabsorption passive, ça veut dire qu'il n'y a pas une pompe consommant de l'énergie, consommant de l'ATP, spécialement prévue pour absorber le potassium. Ici, vous avez vu que c'est une conséquence d'une gradient de concentration ou bien de gradient de charge, tout simplement. La réabsorption du potassium va se continuer au niveau de la branche ascendante de l'once de Rayleigh où il y aura 30% de la charge filtrée qui va être réabsorbée à ce niveau-là. Donc, dans la cellule de la branche ascendante de l'once de Rayleigh, il y a la fameuse pompe cotransport NAK2Cl- au niveau apical et toujours, bien sûr, la fameuse pompe NAK-ATPase du côté basolatéral. Donc, cette pompe NAK-ATPase va travailler
ça va entraîner une diminution du sodium intracellulaire. Et cette diminution du sodium intracellulaire va activer la pompe apicale NAK de CL- pour maintenir une concentration quand même optimale du sodium intracellulaire. Donc, il y aura une entrée du sodium, mais aussi du potassium, et le potassium va être réabsorbé par des canaux spécifiques basolatérales. Donc ici, la réabsorption est semi-passive. La réabsorption semi-passive parce qu'elle est directement liée à l'absorption du sodium secondaire à une pompe ATPase, la pompe NAK-ATPase. Ce qui est différent de la réabsorption au niveau du tube proximal parce qu'elle est secondaire à un gradient de concentration ou bien un gradient de charge. Donc, après cette réabsorption, donc 60% du tube proximal, 30% au niveau de la branche ascendante de l'anse de Rayleigh, il reste les 10%. Les 10% vont être réabsorbés au niveau du segment distal du néphron. Donc, le néphron, on appelle ça le néphron distal, le tube collecteur. Ces segments-là vont être responsables de la régulation fine du potassium. Donc, ici, si on a besoin de retenir le potassium parce qu'on a une hypokaliémie, on va réabsorber. Maintenant, si on a un potassium normal, on va arrêter de réabsorber, on va éliminer le potassium en plus dans les urines. Donc c'est la régulation fine. À ce niveau-là, soit on absorbe, soit on n'absorbe pas, selon la balance du potassium au niveau sanguin. Donc, la cellule la plus importante au niveau du tube collecteur, c'est la cellule principale et elle agit comme suit. Il y a la pompe NAK-ATPase basolatérale qui va pomper le sodium à l'extérieur et faire rentrer le potassium. Donc, l'effet, c'est que le sodium intracellulaire va diminuer, ce qui va pousser le sodium au niveau urinaire à passer à l'intérieur de la cellule à travers des canaux spécifiques. Cette entrée du sodium va rendre la lumière urinaire négative. Puisque le sodium est chargé positivement, il va rentrer d'une façon massive, les urines vont être chargées négativement par manque de charge positive du sodium qui est rentré. Cette charge négative va pousser le potassium, qui est chargé positivement, il va l'attirer dans les urines, donc il va sécréter dans les urines, attiré par cette charge négative. Donc le positif et le négatif s'attirent, le potassium va sortir, c'est la sécrétion du potassium. Donc ici, on a une sécrétion, une élimination du potassium passif, parce qu'ici, il n'y a pas une pompe directement qui va agir sur le potassium, c'est juste la charge négative qui va l'attirer vers l'extérieur. Dans le tube collecteur, il y a aussi ce qu'on appelle les cellules intercalaires alpha. Les cellules intercalaires alpha sont là pour protéger l'organisme contre une charge acide, contre les ions H+. Donc, leur travail est d'éliminer les charges H+. Et il y a une pompe contre-transport ions H+, et potassium au niveau apical. Donc, en travaillant pour faire sortir ces ions H+, elle va faire introduire le potassium à l'intérieur de la cellule. Et ce potassium à l'intérieur de la cellule va passer par des canaux spécifiques de l'autre côté d'une façon du basolatéral. C'est une réabsorption du potassium qui est passif ici, parce que plutôt actif puisqu'il y a une pompe spécifique du potassium et des canaux basolatérales qui vont agir en réabsorption. Donc la réabsorption, elle est active du potassium par les cellules intercalaires alpha, actif parce qu'il y a une pompe qui consomme de l'énergie directement en relation avec le potassium. Au niveau des cellules intercalaires bêta, il y a des cellules intercalaires dans les tubes collecteurs, il y a des cellules principales, des cellules intercalaires alpha qu'on a vu, et des cellules intercalaires bêta. Les cellules intercalaires bêta ont un effet opposé aux cellules intercalaires alpha. En fait, elles protègent l'organisme contre l'alcalose. Donc, elles sont là pour éliminer le surplus de bicarbonate. Et vous allez voir ici que en travaillant, elle va essayer d'éliminer les bicarbonates et réabsorber les ions H+, lorsque c'est nécessaire, bien sûr. Et l'absorption des ions H+, et par les pompes, par les contre-transports, plus particulièrement H+, K+, elle est active. Elle nécessite de l'ATP. Donc, la réabsorption d'ions H+, est accompagnée d'une sécrétion du potassium. Vous avez remarqué que, en fait, c'est inversé.
l'intercalaire alpha, c'est dans un sens, et l'intercalaire bêta, subhanallah, c'est comme la même cellule, mais inversée. Donc, ici, on a une sécrétion active du potassium par les cellules intercalaires bêta. Donc, c'est une sécrétion active parce que la pompe responsable de l'élimination du potassium, elle consomme de l'énergie. Maintenant, il y a, après avoir vu toutes les réactions de l'organisme du rein par rapport au potassium, comment le rein va savoir est-ce qu'il faut éliminer ou pas éliminer? Comment il va adapter la sécrétion, l'élimination du potassium selon la calémie? Alors c'est une balance. Tout dépendra de plusieurs paramètres. Le premier paramètre qui est très important, c'est l'apport en potassium. Lorsqu'on mange beaucoup de potassium, lorsque l'apport est élevé, automatiquement, il y a une activation de toutes les cellules qui vont éliminer le potassium. C'est tout à fait logique. Et les cellules qui éliminent le potassium, c'est une activité des cellules principales au niveau du tube collecteur et des cellules bêta. Souvenez-vous que l'élimination adaptative du potassium se fait essentiellement et presque exclusivement au niveau du néphron distal, au niveau du tube collecteur. Donc, il y a des cellules qui retiennent et des cellules qui éliminent. Celles qui éliminent sont les cellules principales et les cellules intercalaires bêta. Les cellules qui retiennent le potassium sont les cellules intercalaires alpha. Donc, quand on a un apport élevé, on a besoin d'éliminer le potassium. Dans ce cas, c'est les cellules qui éliminent le potassium qui sont activées, donc les cellules principales et les cellules intercalaires bêta. Lorsque l'apport du potassium est bas dans l'alimentation, automatiquement, il y a une inhibition des cellules éliminées. Donc, on va inhiber les cellules principales et les cellules bêta, et on va activer les cellules qui retiennent le potassium, c'est les cellules intercalaires alpha. Un autre élément, mis à part l'apport en potassium, c'est l'apport en sodium. Oui, le sodium est très important pour l'absorption ou l'élimination du potassium. Donc, lorsqu'on mange énormément salé, ou bien si on prend des diurétiques proximaux, diurétiques de l'anse et les diurétiques de tube proximal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas d'absorption au niveau proximal et au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle de sodium. Et le sodium qu'on avale, qui est très élevé, donc il y aura beaucoup de sodium qui va être délivré au niveau du tube collecteur. Cette augmentation du sodium délivré dans le tube collecteur, en fait, la cellule principale, elle est étonnée. Elle n'a pas l'habitude d'avoir une charge aussi importante de sodium à ce niveau. Donc, pour elle, il faut réabsorber parce qu'il y a une fuite de sodium qu'on n'arrive pas à absorber dans le néphron proximal. Donc, elle va être activée. Et la réaction, automatiquement, quand on absorbe beaucoup de sodium au niveau de cellules principales, on va éliminer beaucoup de potassium. Donc, l'effet attendu, c'est une hypocalémie. Donc, quand on mange salé, quand on prend des diurétiques proximaux, c'est-à-dire du tube proximal et de la branche ascendante de l'anse de Henle, l'effet attendu sur le potassium est une hypocalémie. Par contre, quand on prend très peu de sodium, quand on a un régime hyposodique, ou bien lorsque il y a une augmentation de l'absorption du sodium au niveau du tube proximal et au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle. Par exemple, lorsqu'il y a une déshydratation, on va essayer d'absorber le maximum au niveau du tube proximal, n'est-ce pas? Pour éviter de tomber dans un problème de l'homéostasie. Ici, automatiquement, le sodium qui va être délivré au niveau du tube collecteur, donc au contact des cellules principales, est très peu. Donc la cellule principale ne va pas travailler comme d'habitude. Et comme elle ne va pas travailler, elle ne va pas absorber le sodium, donc elle ne va pas éliminer le potassium. Donc l'effet attendu est une hypercalémie. Mis à part l'apport en potassium et l'apport en sodium, l'équilibre acido-basique a un effet très important au niveau de la balance du comportement rénal du potassium. Donc l'alcalose, nous avons vu que l'alcalose est une augmentation des bicarbonates dans le sang qui doivent être tamponnés par des ions H+. Donc la cellule va faire sortir l'ion H+, pour tamponner les bicarbonates en plus.
Et cette sortie d'ion H+, sera contrebalancée automatiquement par une entrée du potassium. C'est très important pour l'électricité de la cellule. Donc, le potassium va rentrer. Et l'ion H+, avec le bicarbonate, grâce à l'anhydrase carbonique, va transformer en une molécule d'eau et une molécule de CO2 qui vont diffuser facilement à l'intérieur de la cellule. Donc, l'effet attendu, c'est une hypocalémie par entrée du potassium à l'intérieur de la cellule. Donc, cette entrée, elle existe dans toutes les cellules, même dans la cellule principale. Donc, une augmentation du potassium à l'intérieur de la cellule principale, ce qui fait que le potassium en plus va être plus attiré par la charge négative. On va sécréter beaucoup plus de potassium que d'habitude. Et ici, cette sécrétion qui est passive, puisqu'elle est attirée par la charge négative, il y aura une augmentation de la sécrétion, donc on aura une diminution de la calémie, une hypocalémie. En matière d'acidose, et je précise aiguë, lorsqu'on est en acidose aiguë, automatiquement les ions H+, qui sont très importants au niveau du compartiment plasmatique, vont rentrer à l'intérieur de la cellule pour essayer de sauver les meubles. Et cette entrée massive d'ions H+, va être accompagnée d'une sortie massive du potassium. Donc l'effet attendu, c'est une hypercalémie. Il y aura dans toutes les cellules, il y aura une sortie du potassium assez importante. Mais aussi, toutes les cellules, mais aussi la cellule principale. Donc le potassium intracellulaire va diminuer. Et malgré la charge négative qui est là par l'absorption du sodium, etc., il y a très peu de potassium à l'intérieur de la cellule pour qu'il sorte. Et c'est ça qui fait que la sécrétion passive du potassium par la cellule principale va diminuer, secondairement à la diminution du potassium intracellulaire. Ce qui fait que, en cas d'alcalose, il y aura une hypocalémie, et en cas d'acidose aiguë, on a une hypercalémie parce qu'on n'arrive pas à éliminer le potassium. En cas d'acidose métabolique chronique, c'est-à-dire que cette acidose va durer dans le temps, l'effet va être particulier, vous allez voir. Donc, acidose métabolique chronique, il y a une diminution très importante du bicarbonate dans le sang, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont tamponnés, ils tamponnent les ions H+. Donc, le bicarbonate diminue dans le sang. Donc, la fraction filtrée des bicarbonates est diminuée. Et comme vous savez, au niveau du tube proximal, la réabsorption du sodium au niveau du tube proximal est accompagnée de la réabsorption des bicarbonates. C'est très très important, n'est-ce pas? Nous l'avons vu dans le cours du sodium. Donc, la réabsorption au niveau du tube proximal du sodium par le contre-transport apical NaH+, les ions H+, qui sont sortis vont se lier avec les bicarbonates qui sont filtrés grâce à l'anhydrase carbonique. Ça va les transformer en une molécule d'eau et une molécule de CO2 qui vont diffuser simplement, facilement, librement à l'intérieur de la cellule. Et ils vont être retransformés en molécules, grâce à l'anhydrase carbonique intracellulaire, en molécules d'ion H+, et bicarbonate. Et ce même ion H+, c'est lui qui va sortir. Donc, s'il n'y a pas d'H+, à l'intérieur de la cellule, on ne pourra pas absorber le sodium. Ce qui fait que cette boucle va être ralentie par la diminution des bicarbonates filtrés. Et cette diminution de réabsorption du sodium au niveau du tube proximal, devinez qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter la quantité de sodium délivrée vers les néphrons distaux. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que la cellule principale, elle va avoir beaucoup de sodium. Donc, elle va essayer d'absorber le maximum pour ne pas perdre le sodium et risquer une déshydratation extrême. Donc, cette réabsorption de sodium qui est augmentée au niveau du tube collecteur par les cellules principales va entraîner en conséquence une hypocalémie par fuite rénale. Donc, il faut toujours se souvenir qu'une acidose aiguë n'a pas le même effet qu'une acidose chronique. Acidose aiguë aura un effet hypercalémiant, une acidose chronique on aura un effet hypocalémiant. Il faut faire bien la différence. Maintenant, lorsqu'on a fini avec tout ce qui est
tout ce qui est équilibre acido-basique, tout ce qui est charge en potassium et charge en sodium, tous ces effets du rein par rapport au comportement potassique. Ici, on va passer aux effets des hormones. D'abord, l'effet de l'aldostérone. Vous savez que l'aldostérone a un effet activateur de la pompe NAK-ATPase. Donc, plus on va pomper le sodium, plus le sodium intracellulaire va diminuer, plus on va absorber le sodium urinaire au niveau de la cellule principale. Bien sûr, l'aldostérone va agir sur la cellule principale, au niveau du tube collecteur. Il active la pompe NAK-ATPase, ce qui va diminuer d'une façon plus importante le sodium intracellulaire au niveau de cette cellule principale. Donc, le sodium urinaire va entrer plus facilement, plus rapidement. Et automatiquement, la charge négative va être plus importante et la sécrétion du potassium plus importante. Donc, l'effet de l'aldostérone, en stimulant la pompe NAK-ATPase, va entraîner une sécrétion plus importante du potassium dans les urines. Donc, il a un effet hypocalémiant. Outre tous ces éléments, il faut aussi savoir que le débit urinaire a un effet sur le comportement rénal vis-à-vis du potassium. Une augmentation du débit urinaire va entraîner une augmentation du sodium délivré au niveau du tube collecteur, au niveau de la cellule principale. Donc, elle va être en activation très importante, non? Et il y aura un effet hypocalémiant. Par contre, une diminution du débit urinaire entraîner une diminution du sodium délivré au tube collecteur. Et il y aura une inhibition de la cellule principale, donc elle n'aura pas de sodium à absorber et elle ne pourra pas éliminer le potassium, donc un effet hypercalémique. Il faut savoir aussi qu'il y a un élément très important. En état de déshydratation, il faut faire la part des choses entre le débit urinaire et la déshydratation. La déshydratation va entraîner une diminution du débit urinaire délivré au niveau du tube collecteur, n'est-ce pas? Cet effet va avoir une conséquence, c'est l'hypercalémie, puisque diminution du débit urinaire, diminution du sodium délivré au niveau de la cellule principale, qui va très peu absorber le sodium, donc très peu éliminer le potassium, on aura un effet hypercalémiant. Mais ce n'est pas une raison pour que tous les patients déshydratés ont une hypercalémie. Pourquoi? Parce que automatiquement, il y aura une activation de l'ADH. Souvenez-vous, l'ADH a un effet hypocalémiant, puisqu'il active les canaux sodiques au niveau de la même cellule. Donc, ça va contrebalancer. Dans les troubles de déshydratation, on n'a pas une perturbation significative de la calémie. La même chose, en cas d'inflation, il y aura une augmentation du débit urinaire, parce qu'on va essayer d'éliminer l'eau en plus, n'est-ce pas? Cette augmentation de débit urinaire va entraîner une augmentation du sodium délivré au niveau de la cellule principale, donc elle va avoir un effet hypocalémiant. Par contre, cette inflation va entraîner une inhibition de l'ADH, donc il n'y aura pas son effet au niveau des canaux sodiques et ça va contrebalancer par l'hypercalémie qui va introduire. Donc, en état de déshydratation ou en état d'inflation, qu'il y ait ou non une augmentation ou une diminution du débit urinaire, il y aura très peu d'effet sur la calémie. Donc, après avoir vu tous ces éléments qui agissent et déterminent le comportement rénal vis-à-vis du potassium, on va parler des médicaments. Et bien sûr, vous savez qu'il y a des diurétiques proximaux, diurétiques de l'anse, diurétiques distaux. Les diurétiques proximaux et les diurétiques de l'anse vont diminuer l'absorption du sodium à ce niveau-là. Donc, automatiquement, il y aura une augmentation du sodium délivré au niveau des tubes distaux. Donc, qui dit augmentation du sodium délivré dit que la cellule principale va travailler beaucoup plus. Donc, elle va absorber le sodium et éliminer le potassium. Et ce sont des diurétiques très très appréciés par les néphrologues, bon, surtout les diurétiques de l'anse, tout ce qui est l'azélix, parce que c'est des médicaments hypocalémiants, ça nous aide dans les états de l'insuffisance rénale. Passons maintenant aux diurétiques dits distaux. Donc, c'est l'amylorythé triamypérine, mais aussi le spironolactone.
ces deux classes de diurétiques distaux vont agir sur la même cellule. Ils vont agir sur la cellule principale du tube collecteur, mais de façon différente. L'amyloride et triamtérène vont agir sur les canaux sodiques apicaux des cellules principales du tube collecteur. On les bloque. Donc, s'il n'y a pas absorption de sodium au niveau des canaux, il n'y aura pas de charge négative qui va s'accentuer, il n'y aura pas de sécrétion de potassium, donc on aura un effet hyperkaliémiant. C'est pour ça que ces diurétiques-là sont bannis par les néphrologues. Le spironolactone va agir sur la même cellule et il va avoir le même effet hyperkaliémiant mais sur une autre cible. Donc le spironolactone va bloquer l'effet de l'aldostérone, donc la pompe NAK-ATPase ne va pas fonctionner, le sodium intracellulaire ne va pas diminuer, le sodium urinaire ne va pas rentrer à travers les canaux et automatiquement il n'y aura pas la charge négative qui va attirer normalement le potassium vers les urines pour la sécrétion. Donc il y aura un effet aussi hyperkaliémiant. Au total, le comportement rénal vis-à-vis du potassium se situe exclusivement au niveau du néphron distal, plus particulièrement au niveau du tube collecteur, au niveau des cellules principales, les cellules intercalaires alpha et les cellules intercalaires bêta. L'absorption au niveau du tube proximal et au niveau de la branche ascendante de l'anse de Rayleigh reste stable, peu importe la calémie. Donc, lors d'une charge potassique après un repas, le sodium qui est absorbé va entraîner un risque d'hypercalémie. Pour pallier à ce risque et préserver la vie, c'est la balance interne, la balance cellulaire qui va agir en premier grâce à la pompe NAK-ATPase. 40% de cette charge passe directement à l'intérieur de ces cellules pour protéger l'organisme grâce à l'insuline. Et ce n'est qu'après 4 à 6 heures que le rein intervient secondairement pour éliminer le surplus. Donc 50% de cette charge va être éliminée au bout de 4 à 6 heures. Cette diminution du potassium est secondaire déjà à la diminution de la réabsorption dans le tube proximal, mais aussi à l'augmentation de la sécrétion de l'aldostérone qui va augmenter la sécrétion au niveau du tube collecteur, au niveau de la cellule principale. En cas de diminution des apports en potassium, le rein va agir. Donc, il va essayer de préserver et de garder le potassium à l'intérieur de l'organisme. Mais cette rétention de potassium est très longue. Ce n'est au bout que de 24 heures d'une hypocalémie que le rein va diminuer de 50% l'excrétion du potassium, uniquement cette quantité. Donc ce qu'il faut retenir, ce qui est très important à retenir dans ce cours, c'est que l'être humain est très bien armé contre les risques d'hypercalémie, mais il est vraiment démuni contre l'hypocalémie. Ça, c'est une information à retenir absolument. Voilà, on arrive à la fin de ce cours que je trouve très cool, très intéressant, je l'adore. C'est l'un des cours de physiologie les plus sympas. J'espère que vous avez compris les rouages de ce bilan potassique et à la prochaine, Inch'Allah.